Donc là, on arrive au 24 août. Donc j'ai rendez-vous à l'hôpital Necker pour faire l'IRM et une écho. Sauf que bizarrement, là, on me fait qu'une écho. Oh mon Dieu, je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là. On me fait qu'une écho et on me dit, ah bah non, vous n'avez pas été programmé pour l'IRM et tout et tout. Donc ça m'a saoulée. Ça nous a saoulé mon mari et moi parce que déjà, l'hôpital Necker à la maison, ça faisait loin déjà en voiture. Et on dit, bah non, vous n'avez pas été programmé pour l'IRM. Et en plus, les IRM, on le fait que le lundi matin. Donc là, ça va être la semaine prochaine. Donc là, on me fait une écho. Et l'échographie, il était tellement... Oh non, mon Dieu, mon roi. Il était tellement brut. Il était tellement brut. C'est un truc de fou. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, je m'allonge, en fait. Je m'allonge pour qu'il puisse me faire l'écho. Il me demande de baisser mon bas. Donc, je le baisse. Apparemment, c'était pas suffisamment baissé pour lui. Et il arrive, il me baisse mon bas, mais tellement brutalement, c'est-à-dire qu'il m'a même fait mal parce qu'il m'a donné un coup en même temps dans le ventre, en fait. Ça m'a tellement choquée. Et je suis restée calme, j'ai rien dit. Et après, il me fait l'écho, puis il appuie fort. J'avais tellement mal. Et tellement j'avais mal, je bougeais, je claquais des pieds comme ça, je bougeais mes pieds, je faisais ça. Et mon mari, il me disait, mais arrête de faire... Il comprenait pas mon mari. Il me dit, mais arrête, pourquoi tu fais ça? Il me dit, t'as mal? Je dis, oui, j'ai mal. Et malgré ça, le gars, il continue. Et là, il nous pose la question, alors, vous avez réfléchi, vous êtes d'accord pour vous faire opérer, etc. Et j'ai dit, bah écoutez, ben, en fait, je peux pas vous donner de réponse parce que normalement, c'était l'IRM que je devais faire aujourd'hui, qui devait confirmer le pourcentage de poumons que mon bébé avait et qui devait après nous dire s'il était nécessaire ou non de faire cette opération-là. Parce que s'il avait suffisamment de poumons, en fait, l'opération ne serait pas forcément nécessaire. Mais comme j'ai pas fait l'IRM, là, je peux pas vous répondre, je peux pas vous dire. Il me dit, ok, d'accord, je vois. D'accord, bah écoutez, on va vous programmer pour l'IRM pour la semaine prochaine. J'étais tellement énervée. Je suis sortie de l'hôpital, j'étais énervée parce que c'était du n'importe quoi. L'échographie qu'il m'a fait, c'était mal fait. Enfin, il me faisait mal. Et puis, un coup, enfin, c'était n'importe quoi en fait. Je suis sortie de là, je me rappelle, j'étais tellement énervée. J'appelle mon pasteur et tout. Je lui dis, je veux plus retourner là-bas, c'est mort et tout. J'étais tellement énervée, j'avais les larmes en fait. Je reçois donc le rendez-vous pour l'IRM, donc c'est le lundi d'après, le lundi 31 août, je vais pour faire l'IRM, etc. Et là, j'attends, enfin ils me font tout leur examen d'IRM, etc., etc. là, et ils me disent que oui, je vais être recontactée le lendemain par un médecin pour qu'il me donne le résultat d'IRM. Donc le lendemain, on m'appelle par le médecin, enfin par l'échographe là qui m'avait fait mal là. Il m'appelle pour me dire que oui, j'ai eu vos résultats d'IRM. Le pourcentage de ses poumons est de 32%. Il me dit ça. Il me dit, donc pour l'opération, vous n'êtes pas obligé de la faire. Il me dit clairement ça, que vous n'êtes pas obligé de la faire et tout. Mais de toute façon, qu'il va quand même qu'il falloir qu'on se voit pour faire une autre échographie d'ici 3 semaines. Je vous rappellerai pour vous donner un autre rendez-vous. Donc il me dit clairement que je n'ai pas besoin de faire l'opération. Je me dis, bah gloire à Dieu, si je suis obligée de la faire, je ne vais pas la faire, quoi. Enfin, voilà. Et là, le temps passe et j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles de l'hôpital Necker. J'ai plus de nouvelles du tout. Donc, je redécide d'aller voir mon gynéco de ville. Je lui ai dit, parce qu'il fallait que je fasse ma troisième écho, l'écho du troisième trimestre. Fallait que je la fasse et j'avais aucune nouvelle. Donc, je vais voir mon gynéco de ville et il me dit, mais moi, je peux plus m'occuper de vous en fait. Là, c'est mort, c'est plus à mon niveau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un mail à Pontoise pour leur dire qui recontacte l'hôpital Necker pour savoir concrètement où ça en est, quoi. Où ça en est, où est-ce que vous devez accoucher, est-ce qu'on vous suit, est-ce qu'on vous suit pas, enfin... J'étais dégoûtée parce que je me suis dit, mais non, moi, je veux pas accoucher à Necker, je veux pas y aller, je veux pas... Après que Pontoise ait contacté Necker, là, je reçois un coup de fil de Necker. Donc du coup, je fais la troisième écho et en même temps, je rencontre la chef de la pédiatrie, un pédiatre réanimateur, le professeur Kermauvan. Et ce jour-là, j'étais toute seule, mon mari n'était pas avec moi, donc j'étais toute seule, je la rencontre. Et c'est la première personne que j'ai vue qui était vraiment gentille avec moi. C'était la première personne à l'équerre que j'ai vue qui était vraiment gentille. Donc elle a vraiment pris le temps en fait de m'expliquer, de me réexpliquer
en fait, les choses, de vraiment me réexpliquer comment allait se passer, mon accouchement, comment, ça allait se passer après pour mon bébé et cetera. Et en fait, moi, j'avais imaginé que j'allais accoucher, que j'allais quand même pouvoir porter mon bébé, en fait. Et donc là, elle m'explique que non, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que votre bébé, il sort de votre ventre, et ben, directement, il part. Enfin, on le prend à part et on le branche tout de suite à des machines parce que votre bébé, il faut pas qu'il essaye de respirer tout seul parce qu'il n'y arrivera pas et ça pourra lui être fatal. Et elle m'explique que vous verrez votre bébé quand il va sortir de votre ventre, il va pas pleurer, il criera pas. J'aurais même pas mon enfant dans mes bras. Enfin, c'était vraiment dur. Et là, elle me redemande encore si je veux me faire opérer, si je suis d'accord pour poursuivre l'opération. Vous rappelez-vous du plug pour mettre le ballonnet dans la trachée de mon bébé. Et là, elle m'explique que 32% de pourcentage de poumon, c'est pas beaucoup. Alors que l'autre médecin me disait oui, vous n'êtes pas obligé de le faire, etc. Bref. Là, elle m'explique que franchement, 32%, c'est pas beaucoup. Et là, vu les délais dans lesquels on est, parce que faut savoir que une fois qu'il pose ce plug dans la bouche, enfin dans la trachée du bébé, le bébé ne doit pas naître avec. Donc j'aurai une première intervention pour poser le plug et une deuxième intervention environ 3 4 semaines après pour retirer le plug. Donc elle me disait que là, au niveau des délais, que c'était un peu juste. On était fin septembre. Elle me disait que c'était juste, que fallait que je le fasse. Si je me décidais de le faire, fallait que ce soit fait dans les 3 4 prochains jours là, même pas. Donc je me dis waouh. Mais elle a été tellement gentille en fait. Et elle a tellement pris le temps de parler. Enfin, quand je pleurais, elle m'a tendu des mouchoirs. Enfin, elle essayait de me réconforter en fait. C'est tout ce que je n'ai pas eu jusqu'à présent, même si je sais que ce sont des médecins, mais quand même un minimum d'empathie. Enfin, je sais pas quoi. Et elle l'a montré en fait. Et du coup, c'est ce qui m'a mis un peu en confiance, ce qui m'a rassurée. Donc, je suis sortie du rendez-vous, j'ai appelé mon mari pour lui dire. Mon mari ne pouvait pas me dire, vas-y, fais-le ou pas. Il m'a dit clairement, moi, je te suis en fait. Il m'a dit, je te suis. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas des conséquences en fait sur toi. Je veux pas que tu souffres. Donc, j'ai dit, ok. J'ai dit, je vais en parler avec mon pasteur. Donc, j'appelle l'évêque Gélil. Je lui dis, je lui raconte et tout. Et bon, j'avais plus ou moins pris ma décision en fait, mais le fait de parler avec lui, ça m'a vraiment confortée dans ma décision en fait. Et je me suis dit, j'ai pas envie de culpabiliser à la naissance. Par exemple, si je décide de ne pas subir cette opération et qu'à la naissance, vraiment mon fils est en détresse, qu'il a pas de chance de enfin qu'il a aucune chance de survie à cause de moi, et parce que j'ai pas voulu suivre cette intervention. Je me suis dit: «J'ai pas envie de prendre le risque. Peut-être que cette intervention peut vraiment être bénéfique, peut vraiment aider ses poumons à se développer un maximum pour que à la naissance, vraiment tout aille bien, en fait». Donc je me suis dit: «J'ai pas envie de culpabiliser, à ce point, donc je vais me faire opérer». Donc ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, donc le vendredi matin, j'ai appelé l'hôpital Necker pour leur dire que voilà, je souhaitais, réaliser l'opération. Donc ça a été très vite. Ils m'ont dit c'était un vendredi. Donc ils m'ont dit ok d'accord, bah écoutez, on ne pratique pas d'intervention le week-end, donc ce sera lundi à la première heure. Vous allez devoir venir à l'hôpital Necker. Le jour de l'intervention arrive, donc c'était le lundi 5 octobre 2020. Donc le jour J arrive. euh, j'étais euh, j'étais en paix. J'étais en paix parce que j'avais appelé mon pasteur avant. J'avais appelé l'évêque Gélil et franchement, il avait prié et sa prière m'avait tellement apaisée. Et sa prière m'avait tellement apaisée, en fait, ça m'avait tellement fait du bien. Il avait tellement prié pour que j'ai la paix, en fait, pour que je sois en paix, pour que vraiment il y ait une atmosphère de paix autour de moi. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu ce jour-là. Je suis arrivée à l'hôpital, j'étais en paix. Même si mon mari n'était pas là, mais j'étais tellement en paix. Et là, tous les gens que j'ai vus, les infirmières, les sages-femmes, les, euh, les médecins et tout, j'ai revu le professeur Ville. Rappelez-vous, c'est le professeur qui était super cru avec moi, qui nous a dit que notre fils, il survivrait pas à la naissance, là. Je l'ai revu parce que c'est lui qui m'a opéré. Et c'était une autre personne. Il vient me voir. Oui, bonjour Madame Kakoma, comment vous allez? Enfin, j'avais l'impression de voir une autre personne, super joyeux, super gentil. Vous allez bien? Et nanana. Enfin,
Même, l'équipe d'anesthésistes, franchement, ils étaient vraiment mais, top, vraiment au top. Après, il y a eu, l'anesthésie, donc ils ont voulu me poser une péridurale, mais moi, avec mon dos, c'est juste impossible. Et là, ils se disent qu'ils vont faire une, comment on appelle ça? Une anesthésie rachis, en fait. C'est une piqûre, une anesthésie. On te pique une fois, en fait, et ça diffuse un liquide, et puis ça te paralyse, enfin, tout le bas du corps, quoi. On m'emmène au bloc opératoire. Tout le monde est là. L'équipe d'anesthésiste, ils sont super gentils. Ils n'arrêtaient pas de me demander ça va, vous allez bien, on me tenait la main. Enfin, vraiment une équipe au top. Tout s'est bien passé. Franchement, tout s'est bien passé durant l'opération. Ça a duré peut-être une bonne vingtaine de minutes. Donc, ils me referment. Donc, j'avais un point de suture. Donc, voilà. Et ensuite, on me descend dans la salle de réveil parce que j'avais encore fallu attendre que les effets de l'anesthésie disparaissent pour que je puisse aller dans une chambre normale, quoi, dans une chambre de repos, enfin de maternité, quoi. Donc voilà, j'avais super mal. C'était quand même douloureux après, le après. J'avais mal au dos et puis au ventre. On m'explique que je devais vraiment me reposer, voilà, à partir de ce moment-là, que je devais vraiment me reposer, que je devais vraiment plus rien faire à la maison, plus bouger, enfin plus d'efforts en fait, parce que c'était quand même très sensible et cette opération-là pouvait déclencher l'accouchement. Donc j'étais à 32 semaines de grossesse. Que cette opération-là pouvait déclencher l'accouchement, donc il fallait vraiment que je me repose un maximum, etc. Donc voilà, et qu'à partir de ce moment-là, je devais venir à l'hôpital Necker toutes les semaines. Toutes les semaines, je devais venir pour faire un contrôle. Donc le lundi 26 octobre, 3 semaines environ après ma première opération, donc j'ai rendez-vous encore de nouveau à l'hôpital pour refaire une IRM pour voir en fait l'évolution, si le plug qu'on m'a posé a permis aux poumons de se développer comme je vous ai dit. Donc on me refait une IRM et là le résultat tombe. En fait, je suis passée de 32% à 35%. Donc j'étais vraiment déçue. J'étais déçue parce que dans ma tête, je me suis dit, vas-y, on va passer à 70%, allez, 80%. J'étais vraiment montée haut là. Et passer de 32% à 35%, en fait, concrètement, c'est un échec. En fait, l'opération que j'avais subie était complètement un échec. C'était vraiment ça. Donc là, le lundi 26, là, l'hôpital me paie une chambre d'hôtel. Me paye une chambre d'hôtel pour que je puisse y passer la nuit parce que le lendemain, donc le mardi 27, fallait que je retourne à l'hôpital en fait pour me faire réopérer et pour me faire retirer le plug. Donc le lundi 26, j'ai dormi à l'hôtel et j'ai tellement mal dormi. J'avais vraiment mal dormi. J'étais vraiment pas bien. Je me souviens, j'étais mal. J'étais mal en fait. J'étais vraiment pas bien. Je me sentais mal. J'avais peur. J'avais vraiment peur de ce qui allait se passer le lendemain. Et puis j'avais comme un sentiment comme si j'allais y rester en fait. C'était clairement ça. C'était vraiment ce sentiment que j'avais. J'avais peur. Dans ma tête, je me disais, je vais pas m'en sortir. Je vais mourir. Je sais pas pourquoi j'avais cette pensée-là. Je me dis, je vais mourir. Je vais mourir. Donc j'en ai profité pour appeler mon pasteur encore une fois. J'appelle mon pasteur parce que je me dis la première fois il a prié pour moi avant que je me fasse opérer. Ça m'avait tellement fait du bien, j'étais en paix, donc là faut qu'il reprie en fait. Et je l'appelle, je lui dis franchement papa, enfin Daddy, j'ai peur. Je lui dis Daddy, j'ai peur. J'ai l'impression que je vais y rester, que je vais pas m'en sortir. J'ai peur. Donc s'il te plaît, prie pour moi. Donc il me réconforte et tout. Il me dit mais non, t'inquiète pas, ça va aller et tout et tout. Et puis ensuite il prie. Donc il prie et tout. Et donc on coupe. Le lendemain matin, donc je prends un parce que mon mari, il pouvait pas se libérer, par rapport à son travail, c'était compliqué parce qu'il manquait énormément de jours déjà, donc c'était assez compliqué. Le lendemain matin, je prends un Uber pour aller à l'hôpital Necker pour suivre l'intervention. Donc j'arrive, à 8 heures à l'hôpital pour le retrait du plug. Donc c'est le même processus que la première fois, on pose la perfusion, on fait un monitoring, une échographie, etc. Après, on me conduit au bloc et on commence à me poser l'anesthésie. Donc, comme d'habitude, ils réessayent de me refaire une péridurale. Comme d'habitude, ça ne fonctionne pas, bien que je leur dise, mais voilà. Donc, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Deuxième tentative,
de pose de péridurale et là, j'ai mal. Là, j'ai mal, je me sens vraiment pas bien. Je me souviens que là, j'avais tellement mal, je me sentais pas bien et je commençais à avoir la tête qui tournait. Je me suis dit: «Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive?» Je commençais à avoir la tête qui tourne et je leur dis: «Par contre, là, je me sens pas bien» et je parlais, mais vraiment au ralenti, en fait. Je leur disais: «Je me sens pas bien, je me sens pas bien et tout, j'ai la tête qui tourne». Donc ils me font vite une anesthésie rachis et ils m'allongent vite. Ils me disent, et je les entends crier autour de moi: «Oui, oui, allongez-la, allongez-la, allongez-la». Donc ils m'allongent très vite. Ils m'allongent et tout. On me demande si ça va et tout. Je dis: Ouais, ouais, ouais». Et après, on me met un peu d'oxygène et tout pour essayer de me détendre parce que je me sentais vraiment mal, en fait. Je me sentais mal et tout, j'avais la tête qui tournait, enfin, c'était bizarre, je me sentais faible. Je me souviens, je parlais, j'étais: «Ouais, ouais», enfin, j'étais faible, je me sentais faible, je comprenais pas. Et donc là, l'intervention commence et tout. Je ressens beaucoup plus de douleur que la première fois, parce que la première fois, j'avais rien senti pendant l'intervention. Je me souviens, c'était ma prière, je disais que je voulais rien sentir, en fait, je voulais vraiment pas avoir mal, je voulais rien sentir. Et là, l'intervention commence et je ressens les douleurs. Je ressens des douleurs et tout, je leur dis, ils me disent, «Oui, oui, c'est normal» et tout et tout. Je commençais à paniquer, donc on me met sous oxygène. Et donc là, le plug, ils arrivent à retirer le plug et tout de suite, ils referment, enfin, ils me recousent, en fait, ils me refont un point de suture. Et dès qu'ils m'ont refermé, ensuite, eux, ils sont partis, ils ont laissé les infirmières, ils m'ont laissé avec les infirmières, enfin, les médecins sont partis, qui m'ont opéré sont partis et ils m'ont laissé avec les infirmières et les sages-femmes. Dès qu'ils m'ont recousu, j'ai commencé à sentir des douleurs atroces dans le ventre. C'est-à-dire que c'est une douleur que je pourrais même pas expliquer en fait c'était quoi. C'était même pas des contractions, c'était un mélange en fait entre contraction et brûlure. Je comprenais pas en fait cette douleur. C'est-à-dire que je devais rester immobile parce que dès que je bougeais un membre de mon corps, même mon bras en fait, si j'essayais de lever le bras, ça me tirait dans le ventre et automatiquement ça me faisait une sensation de brûlure, enfin comme si j'avais le feu ou de l'électricité dans mon ventre. En fait, je comprenais pas cette douleur et je pleurais. Je pleurais en fait pendant que les infirmières elles étaient là, elles étaient en train de me transférer, en fait, de me retirer du lit d'opération pour me mettre sur un brancard pour pouvoir m'emmener dans la salle de réveil. Et je pleurais et je leur disais: «J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi j'ai mal comme ça?» Et elles me répondent pas. Personne me répond et j'insistais tellement je pleurais et puis je vois, elles se regardent entre elles et puis, elles commençaient à paniquer parce qu'elles-mêmes ne comprenaient pas, en fait, pourquoi j'avais aussi mal, en fait. Et elles me disaient: «Bah, non, ça doit être normal, vous inquiétez pas» et cetera et cetera. Donc j'avais trop mal, j'arrive en salle de réveil, je pleure et tout. Et là, je prends mon téléphone, j'appelle mon mari et je lui dis: «S'il te plaît, viens vite parce que j'ai trop mal, j'ai peur, j'ai mal, j'ai trop mal et tout». Il était encore au boulot, donc il a fait vite comme il pouvait et j'ai essayé d'expliquer à l'infirmière qui était, en salle de réveil. Elle me dit elle c'est limite elle m'engueule parce qu'elle me demande: «Oui, c'est quoi comme douleur que vous avez? C'est des contractions? C'est quoi?» Je lui dis: «Je sais pas». Elle me dit: «Non mais attendez, vous devez savoir quand même, c'est pas votre première grossesse, vous devez savoir si c'est des contractions». Enfin, ça m'a énervée sur le coup parce que c'est une douleur indescriptible, en fait. Je peux pas dire si c'est un mélange de tu l'impression que c'était mélangé contraction et autre chose, en fait. Et elle me dit: «Ah non, faut me dire ce que vous avez parce que sinon je vais pas pouvoir vous donner de médicaments, hein». Donc elle finit par me donner, un médicament par intraveineuse. C'était un genre de Doliprane et tout et ça me calme. Ça me calme et tout, je ne ressens plus les douleurs que j'avais, donc ça me calme et tout. Le temps que mon mari arrive, ça va, j'ai fait plus mal et j'étais pas en position allongée, j'étais en position, semi-assise et ça me faisait ça me faisait mal au dos, en fait. La position, comment j'étais pas bien, j'avais mal au dos, j'étais pas bien, quoi. Et donc là, du coup, j'avais mal au dos et j'avais l'impression, en fait, que j'avais quelque chose dans le dos. En fait, j'avais une douleur comme si on était encore en train de me piquer, en fait, dans le dos pour m'insérer, la péridurale. J'avais cette sensation-là et donc du coup, j'appelle l'infirmière, j'étais toujours en salle de réveil. J'appelle l'infirmière qui était là, je lui dis: «Par contre, s'il vous plaît, vous pouvez regarder mon dos parce que je crois qu'on a oublié quelque chose dans mon dos parce que j'ai très mal». Elle me dit: «Mais non, vous avez rien». J'ai dit: «Mais j'ai pas le truc, le cathéter de la péridurale?»
Elle me dit: «Mais non, parce que si vous aviez le cathéter de la péridurale, normalement le tuyau qui est relié au cathéter, il pend là, sur votre épaule et là vous avez rien». Elle me demande de me pencher, je me penche, elle touche mon dos, elle dit: «Non, non, non madame, vous avez rien dans le dos, vous n'avez rien du tout». Je lui dis: «Mais c'est pas possible» et là on m'explique que je vais pas pouvoir m'allonger, qu'il faut que je reste en position semi-assise. Je lui dis: «Mais c'est pas possible, comment je vais dormir?» Vous imaginez, vous êtes allongé sur un lit, vous êtes assis en fait. Pas allongée, mais assise sur le lit. Vous devez dormir comme ça toute la nuit. J'ai dit: «C'est pas possible» parce qu'en plus moi je dors que sur le côté. Quand je suis enceinte, il y a que sur le côté que je peux dormir quoi et en plus là avec la douleur que j'avais au dos, c'était juste pas possible. Donc elle me dit: «Non, vous allez devoir rester comme ça pendant, 24 heures à peu près». Je dis: «C'est pas possible, je vais pas pouvoir» et là je recommence encore à avoir mal au dos comme si j'avais, une piqûre, comme si on me piquait. C'était horrible, la douleur horrible. Du coup, je rappelle les infirmières. Là, j'étais dans une chambre de maternité. Je rappelle les infirmières. Elles viennent, je leur explique. Elles regardent mon dos et puis elles étaient en panique parce qu'elles comprenaient pas en fait. Elles se sont dit: «Mais c'est quoi cette histoire?» C'est la première fois qu'elles entendaient ça. Elles me disent: «Oui, on va essayer de vous ramener une bouillotte. Peut-être qu'en mettant un peu de chaleur sur votre dos, ça va aller mieux». Je dis: «OK, vas-y, faites, mais moi je peux plus, j'ai mal en fait». Donc elles me ramènent une bouillotte et tout, on met, je vois ça me calme et tout et tout. Et elle m'explique en fait que les douleurs que j'ai eues, tout à l'heure, enfin juste après l'opération, c'était le fait que, en fait, quand ils ont opéré, il y a eu du liquide amniotique qui s'est, échappé de la poche des os forcément et ce liquide en fait s'est logé entre, la poche des os et ma peau, ce qui provoquait cette sensation de brûlure en fait. Donc c'était les douleurs que je ressentais tout à l'heure et c'est pour ça qu'il fallait que je garde la position semi-assise parce que quand je m'allonge, il y a du liquide qui sort encore de la poche des os. C'est ça. Et quand je suis assise et ben, il y a moins de chances que le liquide s'échappe, jusqu'à ce que ça se résorbe, en fait. Donc du coup, la sortie de l'hôpital était prévue pour le lendemain, donc le 28 octobre. Donc le 28 octobre arrive et du coup, j'avais juste envie, c'était de rentrer chez moi, de prendre un bain, enfin de prendre une bonne douche et de dormir, en fait, dans mon lit, d'être vraiment au calme. Du coup, il arrive pour me chercher et du coup, de l'hôpital Necker jusqu'à la maison, on a mis 2 heures pour rentrer. On a fait 2 heures de route. J'étais fatiguée. On a fait 2 heures de route. On avait faim, donc je lui ai dit: «Vas-y, viens, on va chercher un tacos et tout». On est parti chercher les tacos et on avait laissé les enfants, chez ma belle-mère. Et ensuite, lui, il fallait qu'il reparte pour aller récupérer les enfants. Donc moi, pendant ce temps, je me suis dit: «Vas-y, je vais m'allonger un peu dans mon lit et ensuite je vais aller prendre une bonne douche, et cetera, quoi». Et là, du coup, je m'allonge. Mon mari part, donc il part et tout. Moi, je vais dans ma chambre, je m'allonge et tout. J'étais sur mon téléphone, je me souviens, je parlais avec ma belle-sœur sur WhatsApp et tout, on rigolait et tout et tout. Et là, pendant que je rigolais, à un moment, je sens qu'il y a quelque chose qui coule entre mes jambes. Donc je me dis, c'est quoi ça? Enfin, j'ai pas compris sur le coup, quoi. Je sentais quelque chose qui coulait. Je me suis dit, bon, peut-être que j'ai des pertes et tout, mais je vois, ça coule. Vraiment, c'est liquide, ça coule. Donc, je suis pas en train de me faire pipi dessus. J'avais un paquet de mouchoirs à côté, je prends et j'essuie. Je vois, il y a rien. Enfin, c'est de l'eau, en fait. Donc, je me dis, ok, je me lève, je vais aller aux toilettes pour voir ce que c'est, quoi. Donc, je me lève. Pendant que je me lève, je vois, ça coule. Mais vraiment par petits filets, hein. C'était pas vraiment gros, quoi. Ça coule et tout par petits filets. Et je vois, c'est vraiment transparent comme de l'eau. Donc là, je comprends que je perds les os. J'étais à 35 semaines de grossesse. Je comprends que je perds les os. Donc, et j'ai jamais perdu, c'était ma quatrième grossesse, j'ai jamais perdu les os à la maison en fait. J'ai toujours perdu les os à l'hôpital sur le lit d'accouchement. Donc j'ai jamais eu cette sensation, je savais pas, enfin jamais eu cette sensation de perte des os quoi. Je savais pas du tout ce que ça faisait. Et du coup là je perds les os et je suis toute seule à la maison, mon mari est parti récupérer les enfants. En fait je sors des toilettes, je perds les os et je sais que je dois accoucher à l'hôpital Necker. Je suis obligée d'aller accoucher là-bas. Je connais le chemin, je connais la route, je sais que c'est long. Je sais que j'ai pas le choix. Et là, tout de suite, je me reprends, je me dis, Ornella, ne panique pas parce que tu perds les os, mais tu n'as pas de contraction. Donc ne panique pas, ça veut dire que tu as le temps, tu vois. Donc ne panique pas, tout va bien. Donc j'appelle mon mari, je lui dis, faut que tu fasses demi-tour parce que j'ai perdu les os. Donc mon mari il refait demi-tour. Ensuite on y va. On va à l'hôpital et tout. Donc c'est-à-dire que j'avais rien préparé. J'avais pas préparé mes affaires de maternité, mais vraiment pas parce que j'étais pas censée accoucher là en fait. J'étais même pas encore rentrée dans mon terme.
Donc j'avais rien préparé. Je suis repartie